Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices de cette journée d'avoir fait effectivement appel à nous pour pouvoir présenter où on en est de ce projet. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les projets et je terminerai sur les collections qui sous-tendent effectivement la nécessité de ce projet. Alors, j'étais tout à fait conscient de la gageure représentée par le fait de passer après une conférence de Marie-Ève, mais je vais essayer néanmoins de ne pas être trop ennuyeux. J'ai mis de ce fait pour que vous endormiez pas un certain nombre d'images, bon, ce qui permettra de compenser le caractère un peu, comment dire, très professionnel et de cette présentation. Présentation, d'ailleurs, c'est une, j'en profite juste, c'est un travail collectif du service de la presse, mais qui doit sa matérialité finale à ma collègue et amie Alexia Beauville. Voilà. Alors, effectivement, je veux d'abord rappeler le contexte du projet, c'est-à-dire la nécessité qui a fini par s'imposer. D'autre part, en deuxième point, je reviendrai sur les caractéristiques des collections de presse à la BNF et qu'est-ce qu'on entend par là d'ailleurs, et leur positionnement, bien entendu, dans l'ensemble de la cartographie des collections patrimoniales de presse en France. Et je terminerai, en tout cas j'essaierai de terminer dans les temps, sur ce que nous appelons la collection de référence. Mais je vais peut-être quand même, parce que c'est peut-être pas forcément le mode, j'ai pas forcément besoin de ça. J'aurais voulu repasser en plein écran, pas possible. J'y suis. Ah, c'est totalement différent, d'accord, très bien. Autant pour moi. Bien, donc... Alors, le contexte... J'ai combien de temps en fait ? Une demi-heure. D'accord, ok. Une demi-heure, oui. Bien. Parfait. Donc, le contexte du projet, d'abord, c'est quelque chose de relativement inattendu, dans le sens où ce qui a émergé, ça a été la nécessité de repenser complètement depuis quelques années notre politique d'extension des collections de journaux. Je reparlerai des collections de presse parce que c'est un peu plus vaste que les collections de journaux à la bibliothèque tout à l'heure. Mais effectivement, le site de Tolbiac avait été prévu avec une durée de vie qui anticipait le fait que l'édition électronique qui balbutiait et s'annonçait devait, comme vous vous en souvenez peut-être, éradiquer complètement l'édition papier en France. Inutile de vous dire qu'à cette étape-là, s'il y a effectivement, en tout cas au niveau des quotidiens d'information générale en France, qu'il y a eu un recul quantitatif certain, nous restons sur des mesures d'extension annuelles qui sont tout à fait supérieures à ce qui était prévu. Et donc, notre site est parfaitement saturé. Voilà. Et en tout cas, pour la presse, il le sera en 2029-2030. Ce qui nécessite effectivement la construction d'un nouveau centre de conservation qui permettrait effectivement de croiser cette question de la saturation du site Tolbiac, la question ce qu'on appelle une gestion dynamique des collections. Évidemment, pour les collections périodiques, ça a tout son sens, puisque nous voyons s'il y a effectivement un recul de la presse papier et une bascule. Encore faut-il savoir de quoi on parle, parce qu'en attendant, le recul des quotidiens et de certains hebdomadaires est quand même largement compensé aussi par une édition de magazines, alors plus ou moins éphémère, on le voit bien, mais qui, pour nous, en termes de nombre de titres et de place, justement, se pose d'une manière à peu près identique. Voilà, si effectivement vous perdez un quotidien, mais que vous avez un nouveau trimestriel qui sort du format de 21 par exemple, en termes d'extension des collections, ça revient au même.
Voilà, et évidemment, ça Marie-Ève en a parlé tout à l'heure, j'y reviendrai plus précisément tout à l'heure, la question de la sauvegarde de la presse ancienne. Alors je vais être tout à fait clair sur ce qu'on entend sur la presse ancienne. La presse ancienne, pour nous, ça va surtout être celle du Second Empire jusqu'à la fin de la Quatrième République. Parce qu'effectivement, les têtes de collection du XVIIe et XVIIIe siècle sont globalement en très bon état et communicables, la plupart, dû à la qualité du papier. Donc pour nous, la question, c'est effectivement, et ça recouvre justement les préoccupations de Marie-Ève, cette question du grand XIXe siècle, et qui jusqu'à la fin de la Troisième République, bon, Quatrième République, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai après également. Donc là, sur effectivement ces considérations qui étaient au départ très très matérielles en fait en termes de gestion des collections et de capacité de mise d'accès de l'ensemble des lecteurs à ces collections, l'idée de poser ce qui n'existait pas encore, c'est-à-dire un lieu comme un lieu de rencontre, un lieu également de travail sur les collections de journaux de la BNF, s'est imposé dans l'idée d'avoir un conservatoire qui, en fait, aurait trois vocations. Une vocation, effectivement, de mettre en place des pratiques d'excellence pour conserver au mieux les collections de journaux donc anciens, de la manière la plus pérenne possible, parce que même dans ces conditions-là, le papier du Second Empire à la Troisième République continue malheureusement de s'autodétruire. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est le caractère malheureusement de dégâts déjà irréversibles. Deuxièmement, une exploitation scientifique de nos collections qui soit une exploitation totalement coopérative, non seulement à la base de projets qui proviennent de la bibliothèque, mais aussi d'établissements patrimoniaux partenaires ou devenant partenaires, et bien entendu l'accueil des projets de recherche, des écoles doctorales, des laboratoires de recherche qui ont besoin des collections de la Bibliothèque nationale. Voilà. Et troisièmement, un souci de médiation et la connaissance de ces pratiques de conservation pour l'ensemble de la profession, en termes d'exemplarité, et d'autre part aussi de connaissance de ces recherches et des valorisations médiatisées, vulgarisées, effectivement, pour des publics plus vastes, et en particulier pour les publics de scolaires, puisqu'on est très engagé à la BNF sur les opérations de formation de la jeunesse à la citoyenneté par la question de l'information générale, par la question de la presse. Voilà pour effectivement les objectifs. J'arrive sur les collections. Alors, évidemment, enfin vous le savez, la particularité de la bibliothèque, c'est la question du dépôt légal, évidemment. Donc, on a des estimations à peu près fiables maintenant sur le fait que sur les titres dont nous avons historiquement la connaissance de parution en France depuis le XVIIe siècle, à peu près 97% de ces titres sont présents à la Bibliothèque nationale. Il y a donc des lacunes, des titres qui ne sont pas à la bibliothèque et qui sont dans des bibliothèques en région, archives départementales, bibliothèques municipales classées. J'y reviendrai après parce que ça a une importance particulière. Deuxièmement, le taux de complétude des collections de journaux de la Bibliothèque nationale, alors un petit peu inférieur, mais entre 92 et 93% de complétude. Donc ça veut dire tout de suite une chose, ça veut dire que les collections du dépôt légal, elles ne peuvent être utilisées seules pour arriver à donner des collections uniques, complètes, et notamment par le biais, effectivement, de la dématérialisation et de la numérisation. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel on reviendra. Alors, l'essentiel sur les journaux, environ 240 000 titres, mais il y a également, c'est pour ça que je faisais la différence entre collection de journaux et collection de presse, c'est que nous avons des collections, des fonds de dessin de presse. Il y a le fonds Wolinski qui est rentré il y a quelques années. On a d'autres dessinateurs pour lesquels la question se pose. Également des collections de photographies d'agences de presse. Et ça, c'est extrêmement important pour la recherche parce que, par exemple, donc on a des agences qui s'appelaient à l'époque Roll, Meurice, Safara,
qui fournissait en fait tous les quotidiens nationaux et certains quotidiens régionaux en reportage photographique, et les journaux faisaient leur choix et choisissaient de plutôt, en général, ils publiaient maximum un cliché ou deux, et c'est extrêmement intéressant justement de pouvoir voir ces collections, voir qu'est-ce qui a été choisi par les journaux et quelle était la réalité du reportage photographique par ailleurs. Bref, je passe, qui sont effectivement consultables essentiellement sur le site Richelieu. On a également un petit fonds d'archives des dépêches Havas et du début de ce qui va être le tout début de l'agence France Presse à la Libération, pour des raisons assez particulières qui sont dues aux conditions de l'épuration en 1944. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà. On a quelques originaux, effectivement, qui sont sous forme microfilmée parce que la collection du dépôt légal était insuffisante, et quand on a microfilmé dans les années 50-60, on a fait appel déjà à des premiers compléments, par exemple archives de l'Assemblée nationale, bibliothèque du Sénat, de l'Institut d'histoire, enfin du Muséum d'histoire naturelle, etc. Bon, évidemment, maintenant, nous avons les collections numérisées, à peu près 8000 titres de journaux, de presse d'information générale, sur Gallica, dont vous trouvez une petite sélection sur les pages de médiation. Petite sélection, il y a environ 20% des titres numérisés qu'on trouve directement accessibles sur ces pages, qui sont donc des pages par thème. Et en l'occurrence, il y a à peu près 80 thèmes, 80 sujets, qui donnent une sélection de titres, et pas tous les titres. Là encore, c'est une amorce. C'est-à-dire qu'on essaye d'hameçonner l'intérêt des publics. C'est un mode d'entrée, mais ça n'est pas exhaustif. Voilà, et les titres, enfin les nombres de sujets non plus ne sont pas exhaustifs. On a de la presse de mode, on a de la presse de cinéma, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On va avoir de la presse par courant politique, etc. Mais il nous reste encore beaucoup de sujets qui n'ont pas été constitués en thème. Des ressources numériques acquises qui permettent de faire le lien, c'est-à-dire on va avoir des journaux qui vont commencer au XIXe siècle, comme le Figaro. La tête de collection est en papier, il a été microfilmé puis numérisé jusqu'à 1953, puisque effectivement l'usage en France fait qu'on considère plus ou moins l'édition de presse comme une œuvre collective, et donc on a droit, elle tomberait dans le domaine public 70 ans après publication. Là encore, bon, c'est globalement sujet à caution. C'était en tout cas la manière dont les éditeurs s'arrangeaient avec le droit d'auteur de leurs salariés pendant très longtemps. Bon. Donc on a poursuivi, mais c'est quelque chose qui reste un petit peu fragile. J'attire l'attention de tous ceux et toutes celles qui voudraient numériser justement leur propre collection. Et on a effectivement, mis à part ce trou, et Marie-Ève a tout à fait raison, on a un vrai problème sur ce qui est entre 1953 et, pour aller vite, jusqu'à 1987, c'est-à-dire le moment où le journal Le Monde se constitue en numérique natif, et on a 35 ans pour lequel on n'a rien. Si on n'a pas le papier, donc si on ne vient pas à Paris, pour toute une série de collections, on n'a rien. Et ça, effectivement, c'est un problème, j'en parlerai pas là, mais ça sera une des dimensions sur lesquelles ce Conservatoire national de la presse devra plancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dire aux chercheurs sur cette période-là, oui, c'est l'histoire du temps présent ou presque, et de ce fait, bon ben voilà, c'est pas prioritaire. Là, c'est un discours qu'on pouvait tenir il y a 30 ans, qui était déjà, à mon avis, très limite, mais qu'il n'est plus possible de tenir aujourd'hui, pour lequel il faut trouver des réponses. Voilà, je passe sur la salle de lecture, qui est une salle de... Voilà. La définition de la presse, bon, là, je vais être dans des considérations extrêmement générales. Bien entendu, je parle de la presse d'information générale. Générale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une presse par thème généraliste. Presse de sport, presse... le mensuel Psychologie est un mensuel de vulgarisation. C'est pas une revue savante, mais c'est vraiment la distinction. C'est tout ce qui n'est pas revue savante, des sociétés d'histoire savante et ou des revues de laboratoire, etc. Voilà. Ça n'empêche pas des grandes plumes. Bon, ça a été dit tout à l'heure, des intellectuels de publier des tribunes, mais c'est absolument pas l'état de leur recherche qui est publié sous cette forme-là. Donc c'est vraiment l'information générale, donc au plus proche de l'événement en train de se faire, c'est-à-dire périodicité quotidienne,
bi-tri-hebdomadaire, hebdomadaire, on va dire jusqu'au mensuel. Il y a des journaux qui progressivement changeront parce qu'ils perdront progressivement un lectorat et deviendront plutôt trimestriels, voire même bimestriels, qui resteront, mais qui sont une part relativement faible de nos collections. Enfin, il faut effectivement souscrire au régime économique de la presse, je ne reviens pas là-dessus. Alors, quelques chiffres pour vous donner, effectivement, pour comprendre la nécessité maintenant de créer ce conservatoire. On est à peu près à 246 000 titres de presse. Alors, publiés en France, que ce soit en français et quelle que soit la langue, puisque ça peut être en langue de France, puisqu'on a été très très jacobin pendant très longtemps à la Bibliothèque nationale, mais donc je rappelle qu'il y a des journaux publiés depuis les origines, en catalan, en alsacien, en basque, en corse, etc., etc. Et d'autre part, en un peu plus de 10 000 titres qui ont été publiés en France, en langue étrangère, et ça c'est un phénomène qui est quand même considérable, c'est à peu près 5% de la totalité, hein, donc c'était bien plus important que ce qu'on pensait, en italien, espagnol, anglais, etc., en fonction soit de vagues de migration, soit également de flux économiques et de volonté d'investissement. Alors, 46 km de linéaire, on pense que c'est à peu près ça, parce qu'on n'est pas totalement sûr. Le site d'Amiens nous permettra peut-être de le dire quand on aura toute année à partir de 2030. Voilà, 500 mètres d'accroissement annuel. Alors là, c'est les quotidiens, plus effectivement la totalité de la presse qui est en format quarto. Hein. Voilà, bon, je vous passe parce que c'est vraiment très compliqué l'organisation de la Bibliothèque nationale, sinon c'est pas drôle, mais le fait que c'est dispersé partout, mais l'essentiel est dans mon département, le département droit, économie, politique. Pourquoi ? Parce que ce que ne dit pas le nom, parce que le P pourrait s'appeler également presse, c'est que nous sommes les héritiers de feu le département des périodiques. Et oui, la Bibliothèque nationale de France est la seule bibliothèque nationale au monde à avoir massacré son propre département des périodiques, qui s'est fait seppuku en 96, et dont nous sommes l'héritier masqué et un peu honteux. Alors voilà, et ce qui n'est pas sans poser des problèmes aujourd'hui. Les collections de presse, je vais très vite là-dessus. Dès le XVIIe siècle, on ne va pas revenir sur la manière dont celle-ci s'était développée en France. Vous avez quelques exemples là. Alors, je le dis tout de suite. Là, ces journaux-là, ce qu'on va nous dire, ciel, les collections de la réserve vont-elles partir à Amiens ? La réponse est non. Donc, la Gazette et le Mercure François seront toujours consultables parce qu'ils seront toujours sur place à Tolbiac. Globalement, les collections de presse qui seront envoyées à Amiens commenceront après la Révolution française. Donc vraiment à partir de l'Empire et de la Restauration. Voilà. Bon, je passe effectivement sur le fait que les collections le cœur des collections, c'est effectivement, et c'est normal, c'est en fonction de l'évolution du droit de la presse, l'impact de la loi de 1881. Il faut savoir qu'à partir de là, dans les 2 années qui suivent, chaque année, c'est plusieurs centaines de nouveaux titres de quotidiens ou d'hebdomadaires qui sont nouvellement créés et qui viennent s'ajouter à ceux qui survivent. Parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi ça l'histoire de la presse. Et donc voilà. Et à un moment donné, il faut le dire, la Bibliothèque nationale n'arrive plus à gérer ses collections, c'est-à-dire elle cote les nouveaux titres, et elle en fait des magnifiques paquets pour tout ce qui est presse de région. Désolé, on est à Dijon, mais je vais le dire. Tout ce qui n'était pas presse de Paris partait en paquets ficelés, qu'on enverra 30 ans plus tard dans un centre dédié pour cela, qui s'appellera le Centre de Versailles, et dont Amiens sera le lointain successeur. Voilà, on aura un département des périodiques qui mettra déjà un petit peu d'ordre, et une ouverture de la première salle de la presse en 1936, la salle Ovale, sur laquelle vous aviez la grande presse de Paris, les quotidiens nationaux, et la presse étrangère. Pourquoi ? Parce que il y a dans les 240 000 titres, bien entendu, même si ça n'est pas l'effort majeur que nous faisons, nous donnons comme service aux lecteurs qui font des recherches en particulier
sur des lectures croisées de relations internationales dans la presse étrangère, il y a depuis les origines de ces titres-là toute une série de titres qui étaient rentrés par échange avec les bibliothèques nationales de l'époque. Bon, voilà. Alors, voilà. J'irai beaucoup plus vite là-dessus parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période-là? Eh bien, dire que d'abord, il y a, après l'âge d'or dont parlait Marie-Ève, à cette époque-là, il faut savoir qu'il y a quand même, en 1914, 1500 titres qui paraissent rien que dans Paris intramuros. Voilà. Entre les quotidiens, les hebdos et des journaux locaux. On oublie que Paris, c'est une ville où il y a également des quartiers, donc il y a des journaux de quartier. Voilà, comme il y en a dans d'autres communes. Voilà, et que c'est absolument fondamental. Et c'est un premier coup d'arrêt qu'on ne voit pas immédiatement à la Bibliothèque nationale parce que après 1918, effectivement, une première crise de représentativité de la presse, vu son rôle, effectivement, lors de la guerre, puisqu'elle est accusée d'avoir effectivement d'avoir été embringuée dans j'ai envie de dire, la politique qui était celle du ministère de la Guerre, et donc de donner une image extrêmement lisse, en tout cas jusqu'à 1916. Il y a un premier décrochage qu'on voit en termes de titres. Par ailleurs, il faut voir également qu'il y a des titres qui disparaissent parce que leurs directeurs ont disparu aussi, et que le secteur de la presse paye un tribut très lourd en termes de journalistes. Tués au front, d'ouvriers, etc. Donc il y a déjà un premier décrochage, mais qu'on voit moins, parce qu'effectivement, durant l'entre-deux-guerres, on a un premier véritable essor de la presse magazine, et qui permet d'équilibrer, et qui masque un petit peu cela. En 1944, on a une prolongation également de ce phénomène-là. On a encore un recul du nombre de quotidiens après l'épuration, donc voilà. Je passe sur... Donc on a un nouveau paysage, des nouveaux titres, mais effectivement, on a cet essor incroyable de la presse magazine à cette époque-là, qui, en fait, crée des particularités pour nos collections. On se met à beaucoup plus relier et on microfilme. On commence le microfilmage à ce moment-là. Microfilmage dont tout le monde s'accorde pour dire qu'il a permis de sauver des titres. Ça a permis de les sortir, effectivement, de la communication et donc de sauver ces journaux parce que, bah voilà, vous regardez les journaux de la 4e République, ils étaient dans un état d'acidité tel que chaque consultation est susceptible de les détruire définitivement. Mais le microfilm était, enfin, tous les lecteurs qui sont confrontés à eux s'en plaignaient parce qu'ils étaient d'assez mauvaise qualité jusque dans les années 90, globalement, en termes de prise de vue, en termes de lisibilité, c'était assez astreignant. Évidemment, c'était sur place. À partir de 90, quand on commence à entrevoir la possibilité de numériser des premiers standards de microfilmage au format de numérisation commence à apparaître, et donc on a déjà une meilleure qualité des rendus, etc. Mais c'est vraiment avec la numérisation à partir, j'ai envie de dire pour nous, de 2001, 2004. Et 2004, c'est le programme lancé par Jean-Noël Jeannet sur les grands quotidiens du 19e siècle qu'il y a une bascule véritable à la bibliothèque. Voilà, vous avez quelques répartitions qui vous donnent un petit peu, effectivement. Alors, la question chronologique, comme vous le voyez, effectivement, elle a une importance parce que le cœur de nos collections, d'un point de vue quantitatif, effectivement, est entre 1880 et, on va dire, 1990. Depuis 1960-70, le papier journal est d'une qualité qui est un peu plus pérenne, même si, bon, on le fait partir quand même en désacidification préventive. Voilà, mais on a effectivement ce problème-là, comme c'est marqué dans dans la colonne. Donc effectivement, 1890-1944 est alarmant. Danger effectivement à court terme. Et quand je dis à court terme, vous ouvrez un fascicule, il se déchire. Il se déchire, vous le restaurez, mais vous ne récupérez pas forcément, après à la prise de vue, une lisibilité suffisante des caractères après déchirure. Donc ça... la question de... Donc on rajoute une difficulté supplémentaire, hein, puisque l'OCR, comme le rappelait Marie-Ève tout à l'heure, il a été conçu au départ comme un outil pour du numérique natif. Repartir sur de la numérisation depuis des journaux dans leur jus, c'est très compliqué. Hein. Si vous avez le fascicule qui a été déposé à la bibliothèque, était au début du rouleau encreur de l'imprimeur,
vous avez des contrastes beaucoup trop forts avec des effets de transparence parce que l'encre a traversé le papier. À l'inverse, vous arrivez au bout et vous avez justement des choses extrêmement pâles. Et donc, ça demande quoi? Ça demande des moyens, temps, personne, c'est-à-dire repasser derrière la prise de vue, donc avoir une prise de vue effectivement qui soit d'excellente bonne qualité et retravailler derrière les contrastes, ce qui est donc du temps et donc une question de moyens. Donc là, et pour arriver à un résultat qui, avec les algorithmes qui sont aujourd'hui développés, sont très insuffisants. Et pour arriver à un OCR, ce qu'on appelle haute qualité à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire au-dessus de 98%, ça veut dire qu'il y a clairement de la reprise manuelle. Voilà, on va être clair. Et donc, ça veut dire une sélection et qui, là, pour le coup, pose problème par rapport à ce que disait Marie-Ève tout à l'heure. On a donc mis la priorité sur ce qui paraissait les textes, les parties nobles du journal, l'éditorial, la chronique, les débats parlementaires et la chronique judiciaire, etc. Mais effectivement, on a de plus en plus de demandes qui vont porter sur les petites annonces, qui vont porter sur des choses qui sont de plus en plus demandées pour de l'histoire locale, pour de l'histoire économique aussi, beaucoup, de l'entreprise. Et donc, pour nous, la question qui se pose, c'est comment pourrait-on faire pour avoir effectivement de l'OCR haute qualité sur la totalité des rubriques. Ça sera un des chantiers du futur conservatoire. Là, je vous montre quelques photos. Voilà, quand je vous disais qu'on avait mis sous paquet, il reste encore aujourd'hui, donc à partir de 1881, comme on n'arrivait pas à gérer, il reste encore 45 000 unités sous forme de paquets ficelés qu'on doit déficeler et qu'on doit déplier. Si on les déplie à froid et sans intervention, évidemment, ils s'autodétruisent. Voilà, vous avez quelques photos qui vous permettent de comprendre les difficultés dans lesquelles on est. Là, pour nous, c'est quelque chose qui nous permet juste, non pas d'être consulté, mais que l'opérateur de NUB puisse délicatement tourner la page pour faire une prise de vue. La plupart de ces journaux ne sont plus communicables. Et deuxièmement, le fait de les restaurer intégralement coûte très cher et pose un deuxième problème. Une restauration sous forme de papier Japon atténue la visibilité et le rendu des caractères. Et donc là encore, c'est une difficulté supplémentaire pour l'OCR. Donc voilà, on est dans de multiples facteurs. Le projet Amiens, voilà, donc il n'existe pas, mais il existera comme ça c'est la magnifique. C'est pas l'intelligence artificielle, mais presque. Donc là, vous auriez le bâtiment tel qu'il serait à proximité du campus universitaire d'Amiens, donc juste de l'autre côté. Et il y aurait donc le pôle de conservation et le conservatoire national qui aurait donc une antenne dans les Hauts-de-France. Alors, quelques éléments. Je vais très vite sur les aspects conservation parce que ce n'est pas le cœur de ce qu'on veut se dire aujourd'hui. Ce qui est intéressant pour nous, surtout, c'est de dire que il y aura effectivement, à partir de ce que nous avons appelé la collection de référence, qui est donc une collection d'environ 3000 titres, qui donne un échantillon représentatif de tous les types de parutions de la presse d'information générale, des origines à nos jours, quel que soit le lieu de publication, quelle que soit la période, la sensibilité philosophique ou religieuse, politique, etc. Et dans ces 3000 titres, 1500 sont encore à numériser, 1500 l'ont déjà été, et il y a deux éléments. Pour les titres à numériser, c'est pour offrir 20 millions de pages supplémentaires en plus sur Gallica à l'ensemble des communautés de chercheurs, qu'ils soient académiques ou pas. Et d'autre part, créer des conditions et évaluer les conditions de conservation absolue de ces journaux pour continuer ensuite et créer des standards, donc des normes ISO, qui pourraient être valables et applicables ensuite dans tout le réseau, effectivement, en France, avec les partenaires. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La communication de ces journaux, elle se fera tous les jours, mais à Tolbiac. C'est-à-dire que là, on continuera de venir à Paris pour avoir ces journaux. Il suffira de les commander. Ils seront livrés de la veille pour le lendemain. Donc là, on aura un delta, mais effectivement, ça sera livré tous les jours.
Il y aura un tout petit espace de consultation auquel on a pensé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a pensé, il y a des chercheurs qui, par exemple, pour une édition critique ou pour une exposition, ont besoin de voir, mais extrêmement vite, des dizaines de volumes à la suite où ils ont juste une vérification à faire. Et là, dire qu'on va faire venir 200 volumes alors qu'ils vont passer à peu près 1 minute par volume, c'est absolument absurde. Et donc là, ça nous permettra de répondre à cela, non seulement pour les chercheurs, mais j'attire l'attention tout de suite également pour les collègues qui souhaiteraient, faire une numérisation virtuelle de leurs propres éditions locales en voyant en quoi nous, on pourrait les compléter, mais aussi pour des expositions, des projets d'exposition. Un commissaire d'expo, s'il a balayé effectivement ce genre de choses, ça sera beaucoup plus facile qu'ils viennent. Ça sera un petit espace, il y aura 50 mètres carrés et on sortira des collections. C'est vraiment un ordinateur, des tables, et c'est vraiment un espace de travail un peu austère. Pour ceux qui connaissent les archives nationales, ça sera ça en plus petit et à Amiens, mais avec un accueil chaleureux. Voilà, donc ça, vraiment important. L'autre aspect, c'est on fera des opérations de médiation en direction des publics de scolaires et universitaires. Non seulement l'université d'Amiens, avec lequel on commence à avoir des contacts, mais globalement, avec l'ensemble de la région Hauts-de-France et au-delà. Parce qu'évidemment, ça veut dire que collection conservatoire nationale, avec un tropisme Hauts-de-France et, on va dire, qui s'étend déjà un peu vers la partie est de la France. On a la région Champagne-Ardenne qui commence à se positionner, etc., sur lesquels, effectivement, on pourra avoir des partenariats sur des valorisations de journaux de ces régions-là, avec des journées d'études, avec des expositions localement, et qui pourraient être conçues à cheval sur Paris et Amiens. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez important avec des projets possibles comme des galeries virtuelles, etc., etc. Donc ça, c'est des choses à développer. Et je dis au-delà parce qu'évidemment, les questions de région, on le sait très bien avec les journaux. Hein. Un journal qui est publié dans le nord de la France, son rayonnement, il dépasse la frontière administrative, donc, et vice-versa. Donc on aura probablement aussi à voir voilà. Alors, nous avons actuellement, depuis maintenant 2 ans, mis en place un conseil scientifique pour préfigurer ce que sera ce conseil national de la presse. Quelles seraient effectivement les ambitions scientifiques, les ambitions de médiation et les ambitions de conservation? Quel type de politique scientifique, et ça très important, comment celui-ci s'articulerait avec justement les groupes de recherche qui existent déjà. Il ne s'agit pas de créer un énième groupe qui serait le groupe de la Bibliothèque nationale. Ça n'aurait aucun sens, mais plutôt comment nous pourrions être une interface qui permettrait d'accueillir, de dialoguer avec nous, mais aussi éventuellement de contribuer à faire dialoguer plusieurs groupes au niveau, dans un premier temps français, mais au-delà. Voilà, donc ça c'est les enjeux. Il y a eu la dernière réunion s'est tenue il y a 2 jours. Nous avons tenu 4 réunions qui nous a permis de poser déjà les premiers jalons. Maintenant, nous allons passer à une deuxième étape qui est vraiment celle de la co-construction du périmètre et les ambitions d'une manière effectivement affinée de ce conseil scientifique. Voilà, j'ai mis quelques exemples de ce qu'on pourrait faire. Et notamment, oui, j'en parlais tout à l'heure, mais on se rend compte que dans la structuration du financement de la recherche aujourd'hui en France, notamment au niveau des financements d'ANR, des durées qui sont des durées courtes, sur 2 ans, 3 ans, il est absolument indispensable pour nous d'aider les chercheurs à notamment pouvoir non seulement déterminer facilement leur corpus, et c'est loin d'être évident, et deuxièmement, à avoir des facilitations pour non seulement accéder aux collections, mais naviguer facilement dans ces collections, qu'elles soient papier et ou numériques. Et en fait, l'objectif, ça serait de se dire, voilà, un projet ANR dans lequel la Bibliothèque nationale, effectivement, est partie prenante, ça veut dire un conseiller scientifique d'un point de vue des collections, et également le Data Lab qui travaille sur les questions de mise à disposition de corpus numérisés des collections. Voilà. La collection de référence, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Oui, si, j'aurais dû quand même l'ajouter. Là, pour les questions de numérisation,
Nous pouvons numériser tout ce que nous voulons. Et on le fait effectivement sur Gallica Intramuros pour des questions de sauvegarde. Mais l'objectif, c'est d'abord des choses qu'on pourra mettre sur Gallica tout de suite. Donc effectivement, on favorise les collections anciennes et libres de droit. Ça, je tenais quand même à le rajouter. Donc cette collection de référence, elle est, je vous avais dit tout à l'heure, représentative de l'ensemble de nos collections. C'est quelque chose qu'on a voulu, donc avec un effort particulier sur avant, effectivement, 1880 et 1890-1944. Par ailleurs, un effort particulier aussi sur les anciens territoires et colonies françaises. La presse publiée en Algérie pendant la colonisation est représentée, ainsi que, après, les différentes stratifications géographiques de l'histoire de France. Il y a de la presse de France publiée en Louisiane au XVIIIe siècle, par exemple. C'est un échantillon, ou publiée en Allemagne pendant le Premier Empire. Bon, voilà. Voilà, donc des quotidiens d'une manière très représentative qui sont majoritaires en page, évidemment, et sinon, le cœur, ça va être des hebdomadaires, hein, effectivement, un certain nombre de magazines. Alors, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on tend plutôt à 3000 titres que 2800 maintenant, avec les suggestions que nous font régulièrement les chercheurs, parce qu'on a oublié, par exemple, la griffe de Clémenceau, on l'avait juste pas mis, donc on va le rajouter. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Il y a encore des ajustements, donc il faut tenir ça comme une approximation. Hein. Mais ça donne une échelle qui est réalisable. En fait, on a voulu quelque chose qui soit non pas ad vitam, on se dit, voilà, en 7 ans, à l'ouverture du centre, cette collection de références, elle est établie, elle nous permet de nous projeter après avec les retours d'expérience qu'on a. Voilà, donc on attend effectivement un marché de numérisation, une reprise pour l'année prochaine. Alors voilà, il faut voir que nos collections sont aussi dans cet état-là. Hein. Là, il y a quelques photos qui sont, je pense, assez significatives. Et vous le savez, ouais, ça, c'est effectivement, comment dire, ça demande. En fait, la numérisation elle-même, c'est rien. C'est vraiment tout le temps de travail de préparation en amont, identification des corpus, valorisation des états matériels, travail de consolidation plus que de restauration en amont, c'est ça qui sollicite. Et à l'inverse, après la prise de vue, c'est évidemment un dépouillement au fascicule, parce que voilà, c'est le fait de pouvoir avoir l'accès au fascicule lui-même et pas qui est déterminant pour la recherche. Et à l'inverse, après, le retraitement des données, des fichiers numériques, pour qu'ils soient parfaitement exploitables dans Gallica. Arnaud pourra éventuellement vous en reparler mieux que moi cet après-midi. Je conclurai en disant que voilà, c'est quelque chose qui démarre. Conservatoire national, nous n'avions pas de visée impérialiste en disant nous représentons toutes les collections publiées en France à nous tout seuls. Nous avions le souci d'être un pivot effectivement vers l'ensemble de l'édition parce que nous sommes le dépôt légal. Mais à l'instar de ce que nous faisons déjà depuis 20 ans, ce que nous souhaitons, c'est collaborer dès le début avec des projets qui sont des projets portés par les équipes en région. Et ça, Arnaud en reparlera cet après-midi, donc je ne déflorerai pas son projet, mais il faut bien voir ça. Pour nous, la question, c'est d'abord de donner un point d'entrée à nos propres collections et au-delà de ça, d'avoir une espèce de cartographie nationale auquel les chercheurs, par la valorisation, et les collègues, par des projets partagés, pourraient permettre d'établir à la fin ce qui compte. Cet outil, pour nous, ça doit être la possibilité d'avoir enfin, à un moment donné, un point qui permette à tout lecteur qui veut trouver de la presse ancienne d'avoir un point d'entrée et d'arrêter de multiplier les points d'entrée pour savoir comment faire ses recherches. Voilà, c'est là encore facilité. Je vous remercie.